Franchir le col d'Izoard et arriver dans le Cara, c'est un peu comme entrer dans une bulle. Un monde à part. Je découvre aujourd'hui une vallée des Alpes limitrophe à l'Italie, un territoire enclavé, habitué à vivre de ses ressources depuis bien longtemps. Un parc naturel majestueux, sauvage, très peu peuplé par les humains, mais pas mal par les loups. Allons à la rencontre de Yolande, qui nous fait découvrir son territoire. Oui, c'est un espace qui est vraiment chouette, emblématique des paysages qu'on rencontre dans le parc du Queyras, hein, le mélèze, cette essence-là d'arbre, ce conifère qui perd ses aiguilles à l'automne et qui fait cette lumière. Parce que la forêt, c'est une grande partie du territoire, mais sinon on a aussi beaucoup d'alpages dans ce territoire. On est un territoire vraiment de haute montagne avec 37 alpages, c'est énorme. Hein. Et on accueille des vaches locales et puis des vaches essentiellement locales et du département. Et sinon on accueille 40 000 têtes de brebis qui elles viennent pour l'essentiel de Provence et qui viennent en estive. Et donc ils arrivent au mois de juin, ils pâturent la montagne et puis ils redescendent en octobre quand la neige arrive. Ça donne un goût au fromage qui se perçoit aisément, quoi. Alors sur le bleu, mais il y a d'autres fromages qui sont quand même emblématiques. Je te propose de rencontrer un agriculteur qui a des vaches qui récoltent le lait. Ensuite d'aller voir la fromagerie, les caves de la fromagerie pour voir du coup de la terre à l'assiette. Les Montbéliards sont plus loin là-bas. Ça c'est une abondance. Ça c'est abondant. Voilà. Donc on les reconnaît bien à leur robe à cajou et surtout ce qui les distingue c'est les lunettes. Ça fait un peu comme des lunettes de soleil. D'accord. Ouais. Et après les Montbéliards, voilà, c'est ce qu'on appelle la libellule. La libellule. Libellule. C'est son prénom. C'était son prénom. Ouais. La mère de celle-là. Elle a 15 ans. Ah non, elles sont sensibles. Alors elles savent qui est qui. Elles reconnaissent que c'est moi, c'est pas le même toucher à la mamelle. Là, elles reconnaissent que c'est rien qu'à la voix. Là, ça va attaquer avec les premières pluies, les premiers froids, Les raclettes. Là, on nous demande plus les petits crottins frais de chèvre. Hein. Voilà. On est passé à la raclette. Tout est fait à la main. Il y a tout un cahier des charges en fait pour répondre à l'AOP du niveau du Queyras. Et donc ça se passe dès chez le producteur. Et après, nous, au niveau de la fabrication aussi, du temps d'affinage. Ça rigole pas. Ça rigole pas le bleu du Queyras. Ça régale, mais ça rigole pas. Il est encore plus beau et beaucoup plus persillé celui-là. C'est marrant comment le bleu se développe différemment d'un fromage à l'autre. En fait, ce qui est passionnant un peu quand on travaille avec en levée crue et avec le vivant, c'est qu'on peut se dire on fait exactement la même chose, mais en fait on n'a pas tout le temps le même résultat. En fait. Et c'est un peu la surprise. Alors ça a ses inconvénients, hein, mais la richesse du lait, le climat extérieur, tout en fait joue sur la qualité, sur le rendu du fromage. Il faut adapter en fait toutes les fabrications à toutes ces variantes-là en fait. Voilà, c'est de l'artisanat. Voilà, ça reste dans l'esprit coopératif artisan à échelle humaine, à taille humaine en fait. Voilà. Et je pense que quand on aura résolu ce problème de quantité de lait, on pourra produire plus de fromage et du coup on pourra mieux répondre à la demande déjà. Mais ça va, ça se passe bien. Hein. Ouais, la cave est vide et les chefs vont bien. On arrive à vendre tout dans le Queyras à Guillestre maximum. On fait la moitié en vente directe sur le marché de Guillestre, l'été à Arvieux et à la ferme. Et après, l'autre moitié, c'est les boutiques et les restaurateurs du Queyras. C'est incroyable. Ils sont bons, vos fromages, ils sont vraiment bons. Mais on aurait pu en avoir plus. Il y a une vraie demande sur le territoire et on n'en avait pas assez. En vrai, c'est ce qu'on constate. Là, au début, on avait peur, évidemment, on ne sait pas comment on va vendre. Et en fait, on a super bien vendu tout l'été. On rêvait de ça. Ça fait longtemps qu'on se dit qu'on s'installera tous les 4. Et pour allier l'élevage et l'animation, on utilise notre support de ferme où on travaille pour accueillir des gens et leur faire découvrir notre métier. Diversifier, je pense que ça fait partie des clés aussi pour
s'assurer un peu plus de sécurité en agriculture. Et c'était pour moi, en tout cas, le mode de vie et le métier qui a le plus de sens aujourd'hui. Donc faire partager un mode de vie et puis peut-être une nouvelle agriculture aussi, quoi. Et en collectif parce que c'est quand même dur, c'est prenant, ça prend beaucoup de temps et à plusieurs on peut faire plus de choses, on peut avoir une ferme qui a un panel plus grand d'activités. Et parce que les fermes elles étaient collectives avant, elles étaient familiales. Oui. Et donc en fait on réinvente rien en s'installant à plusieurs. Oui, on n'invente pas la poudre. Hein. Les cachemires, ouais, elles restent là tout l'hiver parce qu'elles sont adaptées aux températures d'hiver. Ça les pousse à faire du cachemire, c'est parce que c'est le duvet, donc c'est ce qui leur tient chaud. Donc elles vont rester avec les ânes tout l'hiver, puisque les ânes ça sert de moyen de protection contre le loup. C'est pour ça que nous du coup on préfère prévenir que guérir, donc on a adopté une patou cette année pour qu'elle puisse s'occuper de la protection du troupeau. Et l'avantage c'est qu'on rentre les chèvres tous les soirs, donc elles dorment dedans tous les jours, donc ça écarte quand même pas mal de problèmes. Troupeau. Restez pas là. Là, le soir, elles sont rentrées. Une petite unité comme ça, un petit parc comme ça, 3 patous, c'est bien. Et là, il y a déjà eu des attaques de loup ou pas Oui, ça arrive, oui. Bah, oui. Il y a rarement des gros coups pourvu qu'il y ait les chiens. Le chien est présence humaine. Et c'est bien les 3 choses qui font que la prédation baisse, c'est mise en filet nocturne, présence des chiens et présence humaine. Je m'occupe principalement des problématiques liées au pastoralisme, en présence de prédation, c'est-à-dire les loups. Alors ça va des constats de dommages à l'animation du réseau radio. On a une 60aine de radios que l'on donne aux bergers et qui sont en lien avec nous. Ça leur permet de nous prévenir en cas d'attaque, par exemple. On a des cabanes héliportables prêtées par le parc, donc à titre gratuit. Par contre, l'héliportage il est à diviser entre les éleveurs et nous. Ces cabanes sont venues pour pouvoir faire en sorte que les bergers puissent faire manger à leurs troupeaux des endroits qu'ils avaient plus ou moins abandonnés à cause de la prédation et donc qu'ils ne pouvaient pas laisser sans présence humaine. Donc il y a ces cabanes qui leur permettent d'être plus proches des troupeaux pendant ces moments-là. Alors j'en ai un peu de partout, hein. Je sais pas... Tiens, voilà. Là t'as un loup. T'en as un autre qui arrive derrière. Ça c'est 2 jours après, tu vois, le 13. Donc voilà, ça c'est passé. C'est ainsi que je repars du Kéra, le cœur léger et confiant, me disant qu'ici on a trouvé bien des solutions.